Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles. Bonjour Valérie, j'ai failli mettre mon blouson, des paillettes et mes grosses chaussures disco. Et on va danser, on va écouter de la musique avec Céron, Marc Céron, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Comment ça va ? Bon, ça va bien, et vous-même ? Eh ben, ça va très très bien, on est ravis de vous avoir avec nous ce matin pour parler de ce doc incroyable. Ah, il est super. Vraiment génial à voir sur Canal+, ce soir à 21h. Céron Supernature, également sur l'application Canal+. Je sais pas si je l'ai bien dit, mais en tout cas c'est un film d'Olivier Lemaire, une coproduction Bonne Pioche Télévision et Maligator, et c'est formidable parce que ça retrace votre carrière de façon assez passionnante. C'est monté à un rythme de dingue et surtout on voit le destin de fou que vous avez eu. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Qu'est-ce que vous avez pensé ? Continue d'ailleurs, parce que si on voit tout ce qui se passe depuis une dizaine d'années, chaque année, de gros événements m'arrivent, j'essaie toujours d'être à la hauteur, ça se passe plutôt bien, et un succès ramène un autre succès, et c'est vrai que je surfe depuis 50 ans sur une vie oui, c'est assez fantastique. Cette jeune génération qui me suit depuis des décades et des décades et des décades. Ouais. C'est grâce à eux surtout, hein. Et non, mais ce qui est fou, c'est... Et pardon, je vous coupe. Allez-y. Et le docu que j'ai vu, puisque en fin de compte, ça s'est déclenché il y a un peu plus de 3 ans. J'ai fini par les oublier. Ils étaient toujours un peu derrière moi, que ce soit en tournée en Australie ou au Japon ou au Mexique. Ou aux Jeux Olympiques. Et quand j'ai vu le docu compilé, si vous me posez la question, Ouais. qu'est-ce que ça me fait, c'est incroyable le parcours que j'ai pu faire. Je l'ai pas vu. Même vous vous êtes dit ça en regardant le doc, parce que j'aime bien ce mot vertigineux, parce que quand on voit le petit batteur que vous étiez à Vitry-sur-Seine, et puis les Jeux Olympiques, genre 50 ans de carrière, avec, vous le dites au début du doc d'ailleurs, très peu de périodes creuses, hein, ça, vous avez bossé pendant 50 ans. J'ai bossé pendant 50 ans, je n'ai jamais eu de nostalgie sur des périodes plus ou moins en lumière, c'est jamais ce que j'ai recherché. Je crois que c'est bien explicite dans le docu, Ouais. où on voit c'est vraiment très intime en plus comme. Absolument. Il y a votre comme femme, documentaire. Jill, qu'on embrasse et qui est très importante dans votre vie, qui est là. Il y a beaucoup de gens qui témoignent. Et puis, vous êtes suivi de 18 à 70 ans, quoi, par plusieurs générations qui vous connaissent et qui vous respectent. Que voulez-vous que je vous réponde à ça? C'est un cadeau de la vie. On va en reparler dans un instant avec vous, mais tout de suite, c'est le zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Depuis le départ précipité, Valérie, du G7 de Donald Trump, les médias hier se sont projetés dans toutes les conjectures. Résultat, même sur des sujets graves, Donald Trump il est toujours prêt à faire une interview. Hein. Ouais. Dès qu'il y a une caméra, il est là. Là, il était entre deux portes de son avion. C'est sa dernière apparition officielle. Dans ce message adressé à la nation vendredi dernier, l'ayatollah Ali Khamenei promet de répliquer aux frappes israéliennes. Depuis, le guide suprême iranien est devenu la cible numéro 1 de l'État hébreu, qui chercherait à l'éliminer. Une décision à laquelle se seraient opposés les États-Unis. Mais pour combien de temps ? Car Donald Trump multiplie les ambiguïtés face à l'Iran. Après avoir quitté plus tôt que prévu le G7 au Canada, dans l'avion du retour, le président américain lance ce message. On cherche à faire mieux qu'un cessez-le-feu. Qu'est-ce qu'il y a de mieux ? Qu'est-ce que vous attendez ? Une fin, une vraie fin. Pas juste un cessez-le-feu. Donald Trump espère-t-il parvenir à un accord pour supprimer l'arsenal nucléaire iranien ? Ou est-il prêt à s'engager dans une guerre contre l'Iran ? Depuis ce week-end, les États-Unis ont multiplié leur présence militaire dans la région, avec 2 douzaines d'avions et un porte-avions. Et vous, ça vous est arrivé de rencontrer des présidents du monde, Marc Céron ? Ah oui, j'en ai rencontré quelques-uns quand même. Lequel vous a marqué ? En France, je les ai pratiquement depuis 75 tous rencontrés, que ce soit de Valéry Giscard d'Estaing à aujourd'hui. Ouais. Et Ce qui m'a le plus, je parle au niveau des Français, ce qui m'a le plus, ça serait Mitterrand qui m'avait confié
Frédéric Mitterrand m'avait confié le spectacle le soir du bicentenaire. Ah, mais oui. Ouais. Good avait fait le matin et moi j'ai fait le soir. Oui, j'en ai rencontré quelques-uns dans ma vie, ouais. C'est parti Valérie pour les marronniers sur la chaleur et les canicules. On va en manger, hein. Des sujets sur les EHPAD, sur les chantiers, les shorts ou Bermuda au bureau. Mais alors qu'on adorait les monsieur et madame météo, souvenons-nous d'Alain Gélot-Pétré et de Catherine Laborde. Aujourd'hui, parce qu'ils parlent du dérèglement climatique, les présentateurs météo reçoivent un torrent d'insultes. Ils ne sont plus adorés comme ceux que j'ai cités avant. Alors, dans un article du Monde, le présentateur météo de BFM a dénoncé Parisien. C'était dans le Parisien hier matin. Ah oui, dans le Parisien, j'ai écrit dans le Monde, dans le Parisien. Et également, dans C'est à vous, hier, le journaliste météo de France 2 a raconté que pour lui, c'était exactement la même chose. Écoutez. Nous, au JT Météo Climat de France 2, on se prend effectivement beaucoup de commentaires négatifs. Quand on a un sujet aussi sensible qui nous fait tous flipper comme le réchauffement climatique, eh bien c'est l'émotion qui prend le pas sur la raison. Et donc forcément, on va avoir tendance à avoir beaucoup plus des sujets qui vont devenir clivants et qui vont virer à l'insulte, alors que à la base, il y a des raisonnements qui sont scientifiques. On a l'impression que c'est une spirale de négativité. Donc moi, ça fait bien longtemps que je suis parti de X en l'occurrence. C'est Sébastien Thomas qui a qui est parlé. journaliste présentateur. Valérie, vous savez que cette semaine, c'était le bac. Oui. Et il y a le RER qui est tombé en panne. Ça tombait mal pour certains qui passaient le bac techno. Résultat, ils sont arrivés trop tard à l'épreuve. Et pour le moment, le rectorat ne veut rien entendre. Et pour l'instant, c'est un cauchemar pour eux. Ce mardi après-midi à Villepinte, près de Paris. En fait, ce jour-là, le trafic du RER B, qui dessert notamment Villepinte, a été interrompu en raison d'un incendie près des voies à Aulnay-sous-Bois. Résultat, plusieurs élèves sont arrivés en retard à leur examen de BTS, sauf que faute de présence, ils ont été considérés comme éliminés. On arrive tout ça, machin. C'est pas, ils nous disent non, c'est mort, on peut même pas mettre notre nom, notre feuille sur notre feuille ou quoi, machin, on peut rien faire pour prouver qu'on était là. Alors après ça, de nombreuses personnes se sont exprimées sur les réseaux sociaux et une pétition pour demander à l'éducation nationale d'accorder aux étudiants une seconde chance a même été lancée. Faut quand même les aider, ces jeunes. Vous imaginez, il y a un incendie, vous pouvez pas aller passer le bac. Vous avez le bac, Céron? Vous avez passé le bac? Pardon. Est-ce que vous avez passé le bac? Non, pas du tout. Mais par contre, j'ai passé un brevet de coiffeur que j'ai eu. Vous étiez bien coiffé dans le doc. Moi, j'ai admiré vos coupes de cheveux dans les années 70. C'était quelque chose. Avec la petite moustache que vous avez gardée. Mais vous imaginez. Ah ouais, non. Vous coiffiez vous-même ou pas? Ou c'était, il y avait des... Non. Pas du tout. Ça a été vraiment pour répondre à un vrai désir de mon père d'essayer d'avoir un métier derrière moi en cas, voilà. Ouais. Mais la batterie, c'est venu très jeune, en fait. La batterie, c'est arrivé à l'âge de 12 ans. Ouais. Là, c'est plutôt ma mère qui m'a offert cette batterie pour me canaliser un petit peu mon énergie. J'étais extrêmement turbulent à l'école et je me faisais virer beaucoup. Et elle a trouvé cette idée que j'ai trouvé étrange à l'époque parce que j'étais pas vraiment... j'avais pas l'idée de faire de la musique ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, elle m'a présenté... mon meilleur ami, qui l'est toujours d'ailleurs. Ça fait. Souvent, quand on vieillit, la voix, on perd un peu sa voix. Les chanteurs disent je chante plus comme je chantais à 20 ans. Est-ce que c'est la même chose pour la batterie? Est-ce que vous jouez aussi bien qu'à 20 ans? Ou est-ce que là, je change les choses? Sûr que non. J'ai fait. Je crois que c'est dans le docu ou non, dans l'émission En aparté de Canal. Ils ont passé un extrait que j'ai découvert à la batterie. Je devais avoir 22 ans, évidemment. C'est même étrange que j'ai pu jouer comme ça. Non, évidemment pas. Ouais. Et j'ai eu cette chance d'ailleurs que ma maison de disques m'a provoqué, motivé pour prendre les platines DJ. Quand on m'en a parlé, j'ai fait, mais vous êtes fous. Je suis musicien, et puis à mon âge, on va se dire qu'il veut faire des cachons de fin de mois. Mais je me suis pas buté, j'ai un peu appris ici et ça. Et grâce à ça, d'ailleurs, c'est ça qui me fait prolonger encore plus ma carrière et de continuer de faire de la scène, parce que je fais beaucoup de festivals et je fais une quarantaine de spectacles, de concerts par an. Si ça avait dû être à la batterie pendant 1h30, 2 heures,
j'aurais pas pu suivre, non. Ouais. Ça m'arrive toujours de faire du live, mais je fais quelques titres comme ça pour faire plaisir à tout le monde et moi-même. Mais non, je pourrais pas tenir, c'est Pas impossible. la même énergie, ouais. Valérie, alors je ne sais pas si dans votre grande carrière, vous l'avez interviewé peut-être, est-ce que vous vous rappelez de ce personnage culte des années 80, le père Guy Gilbert? Oui, bien sûr. Et oui, vous l'avez déjà interviewé, Guy Gilbert, vous l'aviez rencontré? Je crois, oui. On se souvient de sa gouaille, de son perfecto. Alors il était une star, le confesseur évidemment des bikers et des motos. Eh bien Valérie, il a fêté ses 90 ans, le père Guy Gilbert, qui est toujours en vie, et son blouson. Alors France 3 Alsace l'a suivi, il a fait toute une cérémonie, il en a profité quand même pour bénir 2-3 Harley. Hein. Le curé des Loubards a toujours l'œil aussi malicieux. Salut. J'ai 90 ans et je suis en pleine forme. Vous faites encore de la moto? Non, c'est fini. Les bikers sont venus en nombre écouter leur prêtre. Après 60 ans de sacerdoce, le père Guy a beaucoup à raconter. Quand j'ai dit que je voulais être prêtre, mon père me dit ça te prend comme une envie de pisser. C'est-à-dire ça va pas durer longtemps. Le père a passé toute sa vie avec les délinquants, les marginaux. Il en a adopté les codes, le langage. Derrière les gros durs, il fait vibrer les grands cœurs. Guy, voilà la bonté que tu as en toi. Et des gars de la rue, comme moi, ta bonté, tu peux pas la montrer. Sinon, dans la rue, c'est une faiblesse. Et pour Guy, c'est une force. Montre la bonté que tu as en toi. C'est joli, hein? Ouais, c'est beau. Alors, j'ai pris ce son pour vous, Marc Serron, pour Valérie aussi. Dans la famille Beatles, je demande les enfants, John Lennon, James McCartney, Zach Starkey, le fils de Ringo Starr. Vous savez quoi, Serron? Ils ont décidé de faire un groupe et de chanter ensemble. Les enfants du Beatles sortent un single. Vous le saviez ça, Valérie? Non, je vous ai pas de temps. Ouais. Alors, ils sortent un single qui s'appelle Rip Off. C'est aussi un joli cadeau car Paul McCartney fête aujourd'hui ses 83 ans. Bon anniversaire. Ça donne de l'espoir. Absolument. Ça, c'est qui? Les enfants? Ouais. C'est Ron, ça. Ça vous dit quoi, ce son? Pourquoi pas? Allô? Ouais, c'est un peu ça. Ouais, c'est un peu ça. Bonjour les boomers. Mais c'est c'est vrai que les quand on trois voit enfants des Beatles. Mais c'est vrai qu'on voit. J'ai un fils aussi, moi, qui vit à Los Angeles, qui est américain, qui est producteur de musique. C'est très très difficile pour les enfants d'artistes, bien sûr, de percer, même s'ils ont beaucoup de talent. Oui. C'est très très difficile de faire son chemin. Bah oui, on les compare à leur père. Même ceux qui changent de nom, il y a un moment donné, le public, les médias le savent. C'est très très difficile. Je leur souhaite bonne chance en tout cas. On se retrouve dans un instant avec vous, Marc Serron. En tout cas, vous avez bon pied, bon oeil et ce destin qui est le vôtre. On va pouvoir le découvrir ce soir sur Canal+. Serron Supernature qu'on va écouter tout à l'heure quand même. Oui, on va se faire plaisir. Hein. Vous auriez pu dire bon pied batteur. Bon pied batteur, pas mal. On se retrouve dans un instant avec Marc Serron. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio Média, l'invité du jour. Voilà. On s'en lasse pas, hein. C'est, attends, faut attendre le refrain. Il arrive pas. Supernatural. Vous allez le faire, voilà. Bah oui. Marc Serron est notre invité aujourd'hui, ce soir à 21h sur Canal+. Et évidemment, c'est disponible sur l'application de Canal+. Marc Serron, donc Serron Supernature, et vous avez une super nature. Moi, ce qui m'a frappé dans le doc, au-delà de votre trajectoire, c'est que c'est incroyablement moderne. Ce que vous avez fait il y a 50 ans, c'est pas démodé. Vous m'entendez? On a un petit problème de son. J'ai entendu la fin de la phrase. Je dis, ce n'est parce que vous êtes à distance, vous vivez dans le sud. En fait. Je dis que ce que vous avez fait il y a 50 ans, c'est incroyablement moderne et pas démodé. C'est ce qui m'a frappé en regardant les premières minutes qui racontent vos débuts. C'est incroyablement visionnaire au niveau musical et incroyablement moderne. Ma réponse serait, j'étais beaucoup plus simple. Hein. Excusez-moi, je l'ai pas fait exprès. J'ai surtout, tout au long de ma carrière, j'ai surtout cherché à ne pas ressembler aux autres.
Ouais. Il m'est arrivé d'ailleurs d'avoir des idées de production et puis il y a des sorties s'approchaient des sorties d'autres artistes. J'arrêtais immédiatement. Vous savez, je fais partie d'une génération des années 70s où il fallait le premier leitmotiv, la première forme de concept qu'on avait les artistes de cette période, c'est de tout faire pour éviter de ressembler aux autres. Ouais. On voit que ce soit Gautier, que ce soit Good, que ce soit Warhol, que ce soit Bacca. Enfin, je veux dire, de cette génération est sorti beaucoup de gens. Ça nous permettait d'avoir de l'audace, ça nous permettait d'oser, quoi, disons. Ouais. Mais quand ça peut changer, quoi, aujourd'hui. Mais quand on fait un tube comme Supernature, est-ce que c'est compliqué derrière de faire le deuxième ou le troisième ou le quatrième tube? Est-ce que Supernature a peut-être, parce que moi pour cette émission j'ai été découvrir et écouter d'autres morceaux, j'ai découvert des morceaux incroyables que vous avez fait et je me suis dit c'est un peu dommage qu'on découvre pas ces autres créations où en effet c'est Supernature qui vient, quand on dit Céron on parle de Supernature. C'est un regret que vous avez? Alors, sans aucune prétention de ma part, mais les jeunes, eux, les ont découverts, sinon ils viendraient pas me voir dans les concerts et je n'aurais pas passé 50 ans de ma vie sur scène. Ouais. Ce sont les autres générations. Souvent, d'ailleurs, que ce soit, je me répète, que ce soit en Australie ou au Mexique ou en Angleterre ou en France, quand des jeunes me demandent des selfies dans la rue, souvent, s'ils sont accompagnés de leurs parents, on voit les parents qui leur disent mais c'est qui c'est une réponse. Non, Supernature a été un titre important de mon catalogue, mais enfin j'en ai fait quand même quelques d'autres, que ce soit des Je suis musique, que ce soit des Love in C minor, que ce soit des You Are the One. Je veux pas tous les citer, mais je n'ai jamais cherché, et le docu d'ailleurs l'explique bien, je n'ai vraiment jamais cherché à essayer de faire des hits, des tubes, d'être en lumière, d'être... Oui, c'est la musique avant tout. J'ai toujours tout fait pour essayer d'avoir des sonorités pour capter le public, mais quand j'étais sur scène. Ouais. Je savais très bien que c'était extrêmement par rapport à la musique que je faisais à l'époque. Aujourd'hui, maintenant, si elle est devenue très, très populaire, je parle pas de moi, je parle de mon son, de mon style de musique. À l'époque, c'était très marginal. Je n'avais qu'une seule solution, c'est de m'adresser au public qui était devant moi sur scène et pas aux médias. Bien sûr. Ça a changé justement aujourd'hui. C'est une autre manière de voir les choses. Quelques réactions. Céron, les premiers frissons d'enfance et en regardant la pochette de son album, je pense qu'il fait allusion à C minor. Ce que l'on peut imaginer de choses, c'était hot. Et une autre question, il dit vous avez été le premier avec Jar, Tangerine Dream, etc. à avoir utilisé les synthés analogiques. Qu'est-ce que vous pensez de l'évolution de la techno et de l'intelligence artificielle dans la composition? Alors, dans la production, voyons tout ce que j'ai pu découvrir aujourd'hui, même sans citer de nom de gros producteurs qui m'envoient. Qu'est-ce que t'en penses? J'ai fait ça. Il y a rien de surprenant. Vraiment, ça me le fait pas. Je crois que l'IA va surtout devenir un bon assistant. Et comme son nom l'indique, un assistant, il assiste. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un au départ qui donne le ton, qui dirige. Au niveau de la composition, j'y crois. Ça m'intéresse pas, en fait. Parce que ça va enlever toute l'émotion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fin de compte, j'ai écrit une chanson qui s'appelle Supernature il y a 47 ans, où je dénonçais le fait d'être un peu... qu'est-ce qu'on va devenir? On va devenir des robots, on va devenir des animaux, on va devenir des humains transformés. C'est incroyable. Moi, j'ai fait ça pour me marrer avec un incroyable auteur qui s'appelle Lena Lovitch. Mais c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Ça fait peur, quoi. Ça fait peur. Regardez, on passe 4-5 heures, tout le monde. Quand je dis 4-5 heures, pour ceux qui se préservent, sur notre téléphone, sur les réseaux et autres différents écrans. Il faut pas avoir peur des robots parce c'est nous. Il faut avoir peur de nous parce qu'on est en train de devenir des robots. Les robots sont en train de nous faire de nous des. On va les assister. En fait, c'est un peu incompréhensible. Donc, par rapport à ma génération, et je suis pas largué parce que dans la musique, il faut vraiment être connecté et constant avec les évolutions, ce que j'ai toujours fait. Mais il y a jusqu'à maintenant, il y a dans des domaines, la médecine, dans beaucoup de domaines, ça va beaucoup nous faire évoluer, les humains.
Ouais. Au niveau de création artistique, bah alors si la création artistique, si on devient un sujet de l'IA, ouais, c'est pas forcément ça. Valérie, Marc, je vous propose d'écouter la bande-annonce de ce qu'on pourra voir ce soir à 21h sur Canal+. Quand je fais Supernature, j'ai 24 ans. Et qui a été ce titre important toute ma vie. Le roi du disco aux 30 millions d'albums vendus. C'est du son de beau gosse. C'est du son de beau gosse. On va s'abandonner à ça parce que c'est long, parce que ça dure, c'est très sensuel. Le pionnier de la French Touch a révolutionné l'électro. Gros kiff, c'est d'être sur scène. Retour sur 50 ans de musique et les coulisses de son ultime challenge. La production live la plus grandiose de sa carrière. Et là, putain, c'est plus un track, c'est... Wow. Création documentaire événement. Céron, Supernature, seulement sur Canal+. C'est donc ce soir, Valérie. Moi, ce qui m'a marqué, c'est l'amour et le symbiose que vous avez avec la batterie. Et moi, j'ai connu en Suisse Phil Collins. Et j'ai beaucoup pensé à vous. Je me suis dit, si vous, du jour au lendemain, comme Phil Collins, vous pouviez plus jouer de la batterie, comment vous le vivriez? Parce que c'est assez terrible ce qui est arrivé à Phil Collins. Oh. Je sais pas comment le pauvre, fantastique batteur. Ouais. J'ai beaucoup croisé d'ailleurs quand j'ai enregistré Supernature, on était ensemble. Il prenait la position de leader sur le groupe Genesis. Peter Gabriel avait quitté le groupe et on était dans le même studio à Trident à Londres. Fantastique batteur. Comment on peut vivre? Je préfère même pas y penser. Ouais. Vous savez, j'ai la chance de vivre sur une vague qui est longue et je surfe dessus avec toutes les bonheurs et enfin un peu de reconnaissance, surtout au niveau de la France avec les JO et tout ça. Donc je suis à 180 degrés de ça. Ouais. Vous faites quoi? Juste comment ça, un peu de reconnaissance? Vous avez trouvé que la France ne vous reconnaissait pas assez? Parce que c'est vrai que vous étiez une star dans le monde entier. Vous n'avez pas été assez star dans votre pays pour vous? Ah ben, j'ai jamais cherché, je vous répète. Oui, mais vous dites, j'ai eu la reconnaissance avec les JO. Mais j'avais aucune chance de faire quoi que ce soit. En plus, compte tenu que j'étais dans une maison de disques américaine, donc en France, c'était difficile. J'ai certainement été maladroit. Quand on est indépendant, on est un peu brut de décoffrage. On a de la vraie sincérité, mais il y a des choses qui ne se font pas. Dans le docu, il y a aussi beaucoup d'exemples là-dessus où je pensais tellement que ça allait durer quelques mois. Banlieusard, je me suis acheté. Aujourd'hui, les jeunes, ils s'achètent des grosses chaînes en or ou quoi que ce soit. Moi, je me suis acheté une Rolls d'occasion. Et comme un idiot, j'allais à Europe 1 faire des émissions en Rolls blanche devant. Vous imaginez? Qu'est-ce que c'est que ce mec? Non, mais c'est une connerie de jeunesse, voilà. Mais bon, avec le temps, moi, je suis toujours là. Il y en a beaucoup qui ne le sont plus, quoi, sans vouloir faire d'allusion à quoi que ce soit. Non, mais c'est vrai que vous avez une vie, vous avez eu 1000 vies, comme le dit une auditrice. Vous avez même rencontré le Dalai Lama. Oui, non seulement j'ai rencontré le Dalai Lama, mais j'ai fait un album avec lui. Ouais. Il m'a fait les textes. Mon album qui s'appelle Humaine Nature. Mm. J'ai fait gros spectacle avec Montserrat Caballé en tant que chanteuse et mon style de musique disco house sur un texte de Dalai Lama. Je trouvais ça extrêmement décalé, mais j'ai toujours aimé faire des choses comme ça. Ouais. C'était pas fait pour être en radio, c'était pas fait pour ça s'adressait au public qui venait voir ça. Ouais. Deux choses, vous avez toujours le track? Ça commence comme ça, le doc. Toujours le track? Toujours le track. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que j'ai jamais tenté de dompter. C'est peut-être mon côté un petit peu maso. Vous savez, un quart d'heure avant que je vienne me connecter avec vous tout à l'heure, est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis toujours un peu comme ça?
mais je trouve que je n'ai pas à changer ça. Ouais. Et on voit également dans le documentaire cet album Love in Si minor, la pochette qui a eu une importance incroyable. Un auditeur demande la genèse de la pochette. Alors vous l'expliquez dans le doc ce soir, mais c'est vrai que ça a été un album qui a marqué un tournant dans votre carrière. C'était, comme je vous disais juste avant, un petit peu comme des maladresses. Quand j'ai enregistré cet album, tout le monde trouvait ça bizarre. Phil Collins, c'était d'ailleurs aussi à Trident. Il y avait Elton John qui était dans le studio, dans le studio 3. Il y avait trois cabines dans ce studio. Et à la fin de mon enregistrement, déjà, j'ai mis une journée pour faire le pied de batterie avec cette batterie si devant. À l'époque, ça choquait. On me disait, qu'est-ce qu'il fait, ce mec? Avec 16 minutes 30, donc à la fin du mixage de cette production, j'ai invité tout le monde à prendre un verre, et les chanteuses aussi, et qu'elles s'écoutent. Et dès les premières mesures, elles ont commencé à faire des gémissements. Oui. Elles ont commencé à faire des gémissements. Excusez-moi, c'est mon petit chiot. Elles ont commencé à faire des gémissements. Quand j'ai écouté ça, et je me suis dit le lendemain, qu'est-ce qu'on garde? Donc je les ai appelées et elles m'ont dit, écoute, c'est toi qui nous as dirigés à faire ça. Au bout de 2 minutes, on avait l'impression d'être dans une discothèque, de se toucher, de se regarder, de se séduire. Ah ouais, la pochette, elle est venue par évident, quoi. Ouais. C'était pas un album sexuel, mais c'était très sexué, oui. Alors j'ai vu... C'était comme ça. J'ai vu là, puisque vous levez beaucoup les bras en parlant, que vous aviez une plume tatouée sur le bras. Vous n'avez pas de batterie tatouée sur le corps? Non, j'ai pas mal de petits tatouages un peu partout. Mais pas de batterie? Mais pas de batterie. La batterie, elle est en moi. La batterie, elle est en moi. Alors, Marc Serron, je vais vous donner un petit peu d'amour. C'est quoi un petit peu? Beaucoup d'amour, alors. Beaucoup d'amour. Vous avez vu, je vous ai fait un lancement très discothèque. Ouais. On va avoir un petit peu d'amour. Et puis, il y a dans ce doc à découvrir ce soir une autre époque de la musique française. Eddie Barclay, votre rencontre avec Eddie Barclay, la rencontre aussi avec Bernard de Boisson qui parle, qui raconte. Enfin, et c'était une autre époque. Vous parlez de la Rolls blanche, mais il y avait plein d'autres choses à cette époque. Oui, je suis pas nostalgique, moi. Non, mais c'est marrant parce que ça montre les hasards, les rencontres et cette trajectoire incroyable qui a été la vôtre, Marc Serron. Donc c'est là où je pense que ma vie j'ai eu beaucoup de chance. La chance, c'est pas des choses qui m'ont été données, c'est les rencontres qui se sont passées et avec qui j'ai vraiment créé des liens. Bernard de Besson, ça fait 50 ans de liens. Que ce soit les patrons de maisons de disques américaines, que ce soit ou Dalai Lama, ou plein de gens. J'ai eu beaucoup de rencontres que je garde bien fort, c'est ma richesse. Et qu'est-ce que vous écoutez, le disque, le single que vous écoutez dans votre portable, ou quelle est la chanson qui vous touche actuellement, vous écoutez? Billy Ellis, j'aime beaucoup, mais il y a beaucoup de choses qui sont bien aujourd'hui. Ouais. Il y a beaucoup de choses, je trouve que enfin, depuis les 2, 3, 4 ans, enfin les artistes sont un petit peu comme j'ai pu l'être, être original, il y a de l'audace. Billy Ellis, c'est audacieux quand même, c'est pas de la pop simple. Non, écoutez, on a été ravis de vous avoir ce matin avec nous, Marc Serron. Donc, à voir ce soir sur Canal+ à 21h, Serron Supernature, pour découvrir cette trajectoire qui est la vôtre, pour voir les hommages qui vous sont rendus également par Juliette Armanet, Nile Rodgers, Gaspard Noé, enfin plein de gens, et on est fiers de vous avoir. Vous faites partie de notre patrimoine, donc à découvrir sur Canal+, l'application de Canal+ également. Merci Marc Serron et à très bientôt. Merci. Bonne journée.